Salut les challengers, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour vous conter une nouvelle histoire olympique. Aujourd'hui on va parler des Jeux de 1968 qui ont eu lieu à Mexico. On va notamment se concentrer sur le podium du 200 mètres lorsque deux athlètes afro-américains ont levé le poing, un moment hyper important, vraiment iconique de l'histoire des Jeux olympiques. On va se concentrer là-dessus. Prenez votre flamme olympique, transmettez-la à vos amis et à votre famille pour parler de ma chaîne. Direction Mexico. En 1968, les Jeux Olympiques sont organisés au Mexique, un choix marquant pour le CIO puisque c'est la première fois qu'il va se déplacer dans un pays en développement. D'habitude, il va toujours de pays riches en pays riches lors des 18 premières éditions, que ce soit les pays européens, les États-Unis ou encore le Japon. Et bien là, pour la 19e édition, elle va aller dans une région un peu moins développée, le Mexique. Le but c'est donc de développer le sport dans cette région du monde, mais également en Amérique du Sud, puisque les Jeux Olympiques vont avoir lieu sur le fuseau horaire américain, et ils pourront donc avoir une grande résonance sur tout le continent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme au mois de juillet, au mois d'août et même encore au mois de septembre, il fait très chaud et très humide en Amérique du Nord et en Amérique centrale, eh bien les Jeux Olympiques sont déplacés du 12 au 27 octobre 1968. Et malheureusement, cette année 68, elle est connue aussi pour des événements terribles d'un point de vue politique, et c'est ce qu'on va voir. Plusieurs événements vont venir choquer le monde cette année-là. Martin Luther King est assassiné le 4 avril, John Kennedy le 6 juin. Le combat contre la ségrégation et en faveur des droits civiques fait rage aux États-Unis. MLK et Kennedy sont deux des plus grands symboles de cette lutte. Leurs deux meurtres montrent la haine qui habite les Américains, un pays confronté au racisme et à la ségrégation. De l'autre côté du globe, la guerre du Vietnam n'en finit pas. Aucune issue ne semble imaginée. L'URSS envahit la Tchécoslovaquie dans la nuit du 20 au 21 août. Des centaines de chars viennent faire régner l'ordre pour renforcer l'influence du Parti communiste dans la région et stopper la politique de libéralisation mise en place. Comme si ce n'était pas suffisant, le Nigeria est en pleine guerre civile dans sa région du Biafra. Un génocide a lieu de 1967 à 1970. Et pour terminer, dans notre cher Hexagone, mai 68 bat son plein. Comme on peut le constater, à l'approche des Jeux Olympiques, le climat politique il est hyper tendu, et ça le sera encore plus quand le pays hôte sera lui-même touché 10 jours avant la compétition par l'un des événements les plus tragiques de son histoire, le massacre de Tlatelolco. Sur le modèle de mai 68, des milliers d'étudiants mexicains sont venus manifester sur la place des Trois Cultures à Mexico. À 10 jours de l'ouverture des Jeux, le président Gustavo Díaz Ordaz est sous pression. Il prend alors la décision d'envoyer l'armée pour contenir ce rassemblement. L'armée va alors ouvrir le feu dans tous les sens, au sol comme depuis des hélicoptères. Tandis que le gouvernement mexicain parle d'une vingtaine de morts, toutes les études s'accordent à dire qu'il y a entre 200 et 300 Mexicains qui ont été sommairement assassinés. Aujourd'hui encore, le nombre exact de victimes est inconnu. Le massacre de Tlatelolco va mettre en péril l'organisation des Jeux Olympiques. La presse du monde entier va s'emparer de l'événement et va en parler massivement. Alors le président du CIO est obligé de parler. L'américain Avery Brundage va considérer qu'il n'y a pas de danger pour les athlètes et que les Jeux Olympiques peuvent être organisés normalement. Les sportifs eux-mêmes sont prêts à aller à Mexico, car pour eux non plus, ils n'ont pas de danger. C'est vrai que les étudiants manifestent pour leurs droits et pour eux-mêmes, mais ils n'ont pas envie de faire de mal à un événement qui va mettre en avant leur pays. Et c'est le cas, l'organisation des Jeux Olympiques va se dérouler sans aucun problème, notamment parce que c'est l'armée qui va assurer la sécurité de l'événement. Autant vous dire que le moindre faux pas, il est scruté et pénalisé. Si les Jeux sont calmes, il y a tout de même un événement qui les ont marqués. Un événement qui les a fait entrer dans l'histoire et qui a beaucoup fait parler à l'époque. Le 16 octobre 1968, le protocole du podium du 200 mètres se prépare. L'Américain Tommy Smith s'est imposé devant l'Australien Peter Norman et devant son compatriote américain John Carlos. Smith et Carlos sont tous deux très touchés par la ségrégation qui frappe les États-Unis. Ils sont afro-américains et subissent le racisme au quotidien. Les deux hommes vont alors se servir des Jeux Olympiques et de ce podium du 200 mètres pour montrer au monde entier leur lutte contre la ségrégation. En levant le poing avec un gant noir, tête baissée, ils montrent leur appartenance au mouvement Black Power. Comme le dit Tommy Smith, c'est un salut pour les droits de l'homme. En plus de ce poing levé et de cette tête baissée, les deux hommes sont en chaussettes noires après avoir retiré leurs belles pumas qui les ont fait courir si vite sur 200 mètres. L'idée derrière ça est de dénoncer la pauvreté dans laquelle vit le peuple noir, qui n'a même pas d'argent pour s'acheter des chaussures. John Carlos a sa veste ouverte, un signe de soutien aux travailleurs à col bleu.
Son collier de perles est une référence aux Noirs importés d'Afrique qui sont devenus esclaves en Amérique. Ce geste a une très grande signification. Smith et Carlos y avaient réfléchi depuis quelques jours. Ils voulaient profiter des Jeux Olympiques pour faire passer un message politique fort. Et c'est le cas, puisqu'encore aujourd'hui, quand on parle des Jeux de Mexico 68, c'est la première image qui nous vient en tête. Mais les deux hommes vont payer très cher le prix de ce geste fort. Avery Brundage, le président du CIO, est choqué par ce qu'il vient de voir. La presse s'est emparée de la scène, le monde entier a vu ce qu'il s'est passé sur ce podium. Ne voulant aucun bruit et aucun signe politique pendant son Olympiade, le président des Jeux demandera l'exclusion des deux hommes de la délégation américaine. Si au début l'équipe ne veut pas les exclure, elle va très vite se plier à la demande du CIO, étant donné que l'organisme menace les Américains d'une exclusion totale de tous ses athlètes. Tommy Smith et John Carlos sont contraints de rentrer aux États-Unis. Leur crime, avoir utilisé la plateforme olympique comme support d'un message politique. Pour Brundage, les JO ne sont pas un endroit pour faire passer un message de politique intérieure. Comme si cette suspension ne suffisait pas, les deux hommes sont exclus à vie des Jeux Olympiques. À 23 et 24 ans, ils ont raté les Jeux de 72 à Munich et les Jeux de 76 à Montréal. Mais malgré tout, leur nom est gravé à jamais dans l'histoire olympique. Sur le podium, au milieu de ces deux hommes, on oublie l'Australien Peter Norman. Mais celui-ci a largement soutenu les deux hommes dans leur entreprise. Quand John Carlos débarque dans les vestiaires en ayant oublié sa paire de gants, c'est lui qui murmure l'idée à Tommy Smith d'en donner un à Carlos. C'est pour ça que Smith et Carlos n'ont qu'un gant, le droit pour Smith et le gauche pour Carlos. En se partageant une seule paire, ils ne lèvent pas le même point, mais font passer le même message. En plus de ça, Norman porte un badge avec écrit Olympic Project for Human Rights, projet olympique pour les droits de l'homme. Un badge qui affiche un soutien aux deux hommes et qui dénonce la domination de l'homme blanc en Australie, notamment vis-à-vis des aborigènes. Comme quoi, sur cette photo, il n'y a pas que deux hommes qui portent un message politique, mais bien trois. Norman n'aura tout de même pas la même sanction que ses deux collègues. Il prendra un bel avertissement de la part du CIO, mais peut rester jusqu'à la fin de la compétition à Mexico. Par contre, la fédération australienne va le mettre de côté après les Jeux. Elle ne le sélectionnera par exemple pas lors des Jeux de Munich 72, alors qu'il avait le niveau. Et même quand Sydney va organiser les Jeux 32 ans plus tard, en 2000, eh bien Norman n'est pas du tout invité à la fête. C'est la fédération américaine qui le fera venir pour le remercier de ce qu'il a fait plus de 30 ans avant. Et en 2006, quand il est décédé lors de son enterrement, c'est Tommy Smith et John Carlos qui ont levé son cercueil, comme quoi les trois hommes sont étroitement liés depuis ce 16 octobre 1968. Ce qu'il faut également savoir autour de ce podium, c'est donc que Norman il portait un badge avec écrit Projet olympique pour les droits humains, et cela vient d'une organisation fondée par le sociologue afro-américain Harry Edwards, en collaboration avec Tommy Smith notamment. Le but il est de dénoncer le racisme et la ségrégation aux États-Unis, comme partout dans le monde. Et lors de la cérémonie, les deux hommes ils sont hués par le public, tandis que la bannière étoilée qui est l'hymne américain, elle tente de se faire entendre. 2 jours après ce podium, le 18 octobre 1968, Lee Evans bat le record du monde du 400 mètres et passe pour la première fois sous les 44 secondes, un temps exceptionnel qui ne sera battu que 20 ans plus tard. Le podium est complété par Larry James et Ron Freeman, il est 100% américain. Les trois hommes iront sur le podium vêtus d'un béret noir, en référence au Black Panther qui le porte, et ce geste sera réitéré après la victoire américaine au 4x400 mètres. Ce sont tous les athlètes afro-américains qui se rallient à la cause et militent pour leurs droits. Et même si le podium du 400 mètres est moins mis en avant, il n'en est pas moins important. Voilà les challengers pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairci ce qui s'est passé en 1968. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Depuis le début de la vidéo, je vous montre souvent la même photo. Elle a été prise par John Dominis, un journaliste américain du magazine Life. Et pour ma part, je vais vous quitter avec une petite citation de Tommy Smith. Je vous dis à la semaine prochaine pour vous conter une nouvelle histoire olympique. Salut les challengers. Si je gagne, je suis un Américain, pas un Noir d'Amérique. Mais si je faisais quelque chose de mal, on dirait que je suis un nègre. Nous sommes noirs et nous sommes fiers d'être noirs. L'Amérique noire comprendra ce que nous avons fait aujourd'hui.